Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois, dans un autre cours de neurologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est les infections et les parasites du système nerveux central. Un cours qui a une relation intime avec de l'infectiologie. Je vous invite à consulter les cours des abcès et des tumeurs et des méningites et encéphalites. Donc, c'est le cours du docteur Farah. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, on va diviser ce cours sur deux parties. La première va concerner les infections du système nerveux central chez l'immunocompétent. Et dans la deuxième partie, on va aborder les infections chez l'immunodéprimé. Ce sont des deux terrains bien individuellement séparés. Donc, commençons par les objectifs. Donc, ce que vous devez savoir faire après ce cours-là, c'est réaliser la démarche diagnostique, les signes cliniques et la localisation topographique, connaître les manifestations neurologiques des infections du système nerveux central. Pour cette compétence-là, je vous invite à consulter les cours des méningites. On a abordé tout ça. Connaître les principales étiologies. On a déjà bien détaillé ça dans les méningites purulentes, les méningites à liquide clair. Et bien sûr, connaître la prise en charge et la thérapeutique. Donc, vous voyez, ce cours-là a une ressemblance très importante au cours de méningite des modules d'infectiologie. Commençons par l'introduction. Donc, gardez-vous en tête que le système nerveux central peut subir d'une infection élective ou bien non élective. Il doit être directement la cible de certains infections plutôt, ou bien non électivement. Ça va être une dissémination ou bien secondairement, il va être parasité par ces virus ou bien ces agents pathogènes. La présentation clinique, elle est différente. Les circonstances de diagnostic sont variables. On a de l'examen cytopathologie du SCS, de la ponction lombaire. C'est un examen clé dans les méningites, comme on va voir. La biopsie stéréotaxique. Donc, tout ça sont des examens cliniques qui trouvent leur indication dans les infections du système nerveux central. Les antécédents cliniques sont essentiels. Il faut savoir les antécédents cliniques du patient. Donc, un patient qui a eu une infection respiratoire, là, on fait craindre le pneumocoque comme on avait dit, dans le méningocoque, la notion de contact chez les individus ou bien les jeunes en âge scolaire, les enfants en âge scolaire. Là, on va évoquer la méningocoque. Je vous invite à consulter tous les parties des cours du méningite. On a bien détaillé tout, ces sémiologies, tout ça clinique. On a le syndrome infectieux. On a parlé de ça, mais il n'est pas toujours en premier plan. Parfois, c'est trompeux. On ne voit pas toujours le syndrome infectieux. On ne va pas toujours voir de la fièvre, la douleur. Donc, parfois, c'est insidieux et ça va rendre le diagnostic de ces infections plus difficile. Ces infections-là, ils peuvent être causées soit par des bactéries, des virus et même des substances inertes qui sont des prions. Et même les parasites et les champignons en cas d'immunodépression. Donc, un patient qui va subir une immunodépression va être vulnérable même aux champignons et aux parasites qui sont en état normal, donc non capables de provoquer des infections. Mais l'état d'immunodépression va laisser la place pour ces germes ou bien ces agents opportunistes. On a un diagnostic différentiel avec des autres affections non infectieuses. Les exemples, c'est les tumeurs. Donc, les infections ont des diagnostics différentiels avec la tumeur. On avait vu ça dans le cours précédent des tumeurs cérébrales. On avait dit qu'il a diagnostic différentiel avec des abcès, des kystes. Donc, tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec des infections du système nerveux central. La présentation clinique, elle est multiple. Ça peut subir une voix aiguë, ça peut être subaiguë ou bien chronique. Et bien sûr, la morbimortalité, elle est très élevée. Une encéphalite, elle est mortelle dans la majorité des cas. Et ce sont des urgences. Donc, c'est ça l'intitulé de ce cours-là. Les infections du système nerveux central.
sont des urgences. Malheureusement, la mortalité, elle est très élevée. On est en train de parler du parenchyme cérébral. C'est un organe noble. Les atteintes là, les encéphalites, les encéphalomyélites, comme on va aborder dans ce cours, ils sont mortels malheureusement si la prise en charge n'est pas adéquate et n'est pas urgente. Donc ça, c'était quelques points forts avant d'entamer les infections ou bien les agents pathogènes. Maintenant, l'approche clinique, elle est sous la loi de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs liés à l'hôte, il y a des facteurs liés aux germes et de la localisation, et le tableau clinique va se varier. Concernant l'hôte, on a de l'âge, l'immunodépression et les chirurgies, tout ça va favoriser la rentrée des germes en parenchyme. Donc, c'est des facteurs qui sont liés à l'hôte. L'âge, souvent c'est les nourrissons et les sujets âgés. On a parlé de ça du pneumocoque. L'immunodépression, bien sûr, l'état du- immunitaire du patient joue un rôle très important pour l'approche clinique et les chirurgies précédentes. Ça peuvent être des portes d'entrée parfois, des portes ORL qui vont laisser la place de infection par des pneumocoques comme on avait vu déjà dans les cours des méningites. Il existe des facteurs liés aux germes. C'est la virulence de la souche et le tropisme. Donc, on avait dit dans la série de virologie, dans la physiopathologie virale, il y a des virus qui sont neurotropes. Qu'est-ce que ça veut dire neurotropes? Ils ont un tropisme vers le système nerveux central. L'exemple là était la rage, le virus de la rage, le rhabdovirus. On avait dit qu'il est un virus qui est très neurotrope. Il a le tropisme, du système nerveux central, il va causer de l'encéphalomyélite qui est malheureusement mortel à 100%. Je vous invite à consulter le cours de la rage. On a abordé tout ça avec la physiopathologie et les traitements. C'est pour cela le tableau clinique, il va être de stades évolutifs différents. On peut avoir méningite et ou avec des encéphalites qui est plus grave que les méningites. On peut avoir des méningites avec des encéphalomyélites. Donc là, c'est de l'encéphalite de la moelle qui sont parasités ou bien qui sont infectés. On a des myélites, on a des abcès cérébrales, épidurales et des empyèmes sous-durales. Tout ça rentre dans le contexte des infections ou bien de tableau clinique des infections du système nerveux central. C'est des méningites associées par encéphalite ou encéphalomyélite. Parfois, c'est des myélites et parfois, c'est des abcès épidurales, c'est cérébral, épidural ou bien des empyèmes sous-durales. Donc, vous voyez là, c'est vaste. Il existe plusieurs facteurs qui contrôlent cette infection-là. On a deux facteurs de l'hôte, facteurs liés aux germes et bien sûr le tropisme. Et ça va donner des stades très évolutifs et l'un est plus grave que l'autre quand on va aborder ça dans les plaques suivantes. Maintenant, on va aborder premièrement les méningites. Donc, je vous invite à consulter la playlist d'infectiologie. On a bien détaillé les méningites avec ces deux types purulentes et les méningites à liquide clair avec la ponction lombaire qui était l'examen de choix, l'examen clé. Donc, je vous invite à consulter la playlist d'infectiologie afin de mieux comprendre ce cours-là. Commençons premièrement par les méningites. Méningite veut dire c'est l'inflammation ou bien l'infection des méninges. Donc, les méninges, ce sont les couches qui protègent le parenchyme cérébral. On a de la leptoméninge et on a des pachyméninges. Et tout ça va subir d'une infection. Commençons premièrement par les méningites purulentes. Donc, comme on avait dit dans le cours des méningites, ce sont des formes aiguës. Le syndrome méningé et les frustes là, c'est le méningocoque, le pneumocoque et l'hémophilus influenza qui sont les agents les plus virulents dans les méningites purulentes. Donc tout ça, on a abordé dans le cours des méningites purulentes. Je vous invite à le consulter. Autres germes sont possibles si la méningite est secondaire.
Là, on est en train de parler de l'hystéria monocytogène, des entérocoques et des streptocoques. Et bien sûr, ce sont des urgences médico-chirurgicales. Le examen clé, c'est la ponction lombaire. Les complications sont cliniques. Donc, c'est de la fièvre et les signes neurologiques qui vont témoigner de l'aggravation ou bien de la gravité, c'est l'atteinte de l'encéphale. Donc, ces méningites-là vont transformer en méningoencéphalite. C'est la fièvre qui est élevée, c'est un critère de mauvais pronostic. Et bien sûr, toujours les signes neurologiques devant une méningite. Ça, c'est un critère d'urgence. Donc, ça, c'était la méningite purulente. Voilà un tableau récapitulatif du syndrome méningé. Deuxièmement, on va aborder les méningites à liquide clair. Là, l'agent le plus redoutable, là, c'est la tuberculose. Donc, malgré que c'est une infection bactérienne, mais la SCR va revenir clair et ça va tromper le diagnostic. Donc, méningite claire, comme on a abordé déjà dans le cours précédent, plutôt dans le cours de méningite, on avait dit qu'ils sont dans la plupart des cas des virus et de VIH et d'infections virales. Parfois, c'est du VIH en primo-infection. On avait dit que les infections virales étaient bénignes, sauf les herpès viridés, comme on va aborder. C'est la tuberculose, c'est la listeria et les mycoses chez les immunodéprimés. Mais dans cette partie-là, on va détailler de la tuberculose. Donc, on avait dit devant la tuberculose, c'est l'épidémiologie, c'est le contexte, en cas, le contexte de comptage, bien de milieu favorisé, avec la biologie, c'est du SCR et les cliniques de gravité d'évolution, tout ça, vous devez évoquer une méningite tuberculose devant un SCR qui est clair, car c'est une urgence vitale. Elle est mortelle si la prise en charge n'est pas adéquate. Là, on avait dit que l'antibiothérapie est probabiliste. On n'attend pas le retour ou bien les résultats du ponction lombaire. Donc tout ça, on a abordé dans la méningite à liquide clair. Je vous invite à consulter ce cours-là. On a bien détaillé la méningite tuberculeuse. Maintenant, le SCR va nous rapporter des critères cytochimiques, des critères bactériologiques, c'est la coloration de grammes et la culture. Il va nous montrer les anticorps, soit des IgM ou bien des IgG. Et même, on peut faire de la PCR, c'est du polymerase chain reaction à partir du SCR. Donc, comme on avait dit dans le cours de ponction lombaire, c'est l'examen de choix, c'est l'examen de diagnostic et de certitude et de dépistage, c'est la ponction lombaire. Donc, ce qui va nous montrer ou bien faire l'évidence de l'existence des méningites ou bien des agents pathogènes dans le système nerveux central. Là, ce sont des critères ou bien les caractéristiques d'un SCR normal. On est en train de récapituler. L'aspect, il est en haut de roche. La cytologie normale, c'est entre 0 et 4, supérieur à 10. On avait dit que c'était pathologique. La protéine rachis doit être inférieure à 50 mg par décilitre et la glucorachie doit être au moins supérieure à 50% de la glycémie normale. Donc, un effondrement de la glycorachie est un témoin d'une infection d'origine bactérienne. Donc, ça peut être probablement une méningite tuberculeuse qui est une urgence vitale. Donc ça, c'était les critères du SCR normal. Vous devez le retenir afin de visualiser lorsque les chiffres sont pathologiques. Tout ça, on a abordé dans le cours de méningite. Je répète, je vous invite à le consulter afin de mieux simuler le cours des infections du SNC. Ça, c'est un tableau récapitulatif concernant les caractéristiques du SCR en cas d'infection bactérienne, d'infection virale, d'infection tuberculeuse. Donc, c'est surtout les indices. C'est la prédominance de polynucléaires qui est souvent retrouvée dans les infections bactériennes. Dans la tuberculose, c'est la pléocytose ou bien le panaché. Et dans les virus, c'est
la prédominance des lymphocytes du SCR. Les virus, la glycorachie, elle est normale. Dans les bactéries, bien sûr, on a que la glycorachie, elle est effondrée, surtout en cas de tuberculose. La protéinorachie, elle doit être élevée, surtout dans les infections bactériennes, plus que les infections virales. Et l'examen direct ou bien la recherche des agents pathogènes dans le SCR, malheureusement, la tuberculose, c'est c'est une bactérie qui se cultive difficilement. C'est une bactérie qui a une culture lente qui peut aller jusqu'aux 45 jours. Donc, on ne peut pas examiner directement ou bien on ne peut pas voir des BK ou bien des bacilles de coque directement dans le SCR dès l'examen direct. Ça va rentrer le diagnostic plus difficile et ça va poser de risques sur le patient si l'antibiothérapie n'est pas entamée, juste en cas de suspicion de tuberculose. Donc, avant une méningite tuberculeuse, je répète, on n'attend pas le résultat du ponction lombaire, on entame le traitement probabiliste antibiotique dès qu'on a la suspicion d'une tuberculose ou bien d'une méningite tuberculeuse. Passons maintenant aux encéphalites. On a déjà terminé les méningites. Les plus virulents, c'est le pneumocoque, le gonocoque, l'hémophilus influenza et la tuberculose, bien sûr. Ça, ce sont des agents fréquemment retrouvés dans les urgences. Ils ont un taux de mortalité qui est malheureusement très élevé. Maintenant, c'est l'encéphalite, c'est la dissémination de l'infection d'après les méninges vers l'encéphale. Et là, c'est plus grave. Là, on est en train de parler du encéphalite. Donc, l'encéphalite, elle est l'atteinte diffuse du tissu cérébral. La méningoencéphalite, elle est fréquente et leurs caractéristiques, ou bien la clinique, on a bien sûr le trouble de conscience qui est toujours un critère de mauvais pronostic dans les méningites, les convulsions et des signes déficitaires. Tout ça va évoquer malheureusement l'atteinte du SNC, du parenchyme. Là, on est devant une encéphalite. Le plus souvent, on a des signes méningés qui sont cliniques et ou biologiques. Donc, l'encéphalite, elle est associée fréquemment avec des méningites. Donc, c'est la dissémination d'après les méninges vers l'encéphale. Donc là, c'est une encéphalite. C'est un critère, ou bien c'est les critères de gravité, c'est les signes neurologiques qui vont indiquer cette affection-là. L'origine de l'encéphalite, c'est viral le plus fréquemment. Et bien sûr, c'est l'HSV, c'est les herpès viridés qui ont une atteinte temporale typique, c'est la nécrose temporale. On a abordé ça dans le cours de méningite à liquide clair qui va être montré à l'IRM. Donc, c'est l'herpès simplex virus qui est souvent l'agent pathogène dans les méningites, plutôt dans les encéphalites avec une nécrose temporale qui est très grave. Donc, c'est de l'HSV. Il existe d'autres virus. Concernant la famille des herpès viridés, on peut avoir du cytomégalovirus, du LBV, de l'Epstein-Barr virus et même de la varicelle parfois dans sa forme grave. Ça peut donner même des encéphalites. Et là, c'est l'urgence de l'administration de la cyclovir. Ça, on a déjà parlé dans les méningites à liquide clair. Donc, si on suspecte une méningite à herpès viridé ou bien à herpétique, là, c'est l'indication de la cyclovir en urgence, comme on a déjà abordé dans le cours des méningites à liquide clair. Parfois, c'est de l'arbovirose, parfois, c'est de l'entérovirus, et même parfois, c'est le VIH qui peut être accompagné avec des encéphalites, avec des atteintes du système nerveux central. Parfois, il existe des encéphalites non virales, c'est la listeria, la rickettsia et parfois la toxoplasma, c'est la transplantation d'un organe qui est affecté par la toxoplasmose. Donc le patient transplanté, il va subir d'une immunodépression idiopathique et ça va
donner la place de la toxoplasmose de se manifester par les encéphalites. On a vu ça dans le cours de toxoplasmose. Je vous invite à le consulter pour mieux comprendre. Passons maintenant aux encéphalomyélites post-infectieuses. Donc là, le début, il est brutal. Encéphalomyélite, c'est l'atteinte de l'encéphale et de la moelle, c'est plus grave. Le début, il est brutal. Donc c'est 2 à 12 jours après une infection primaire. L'IRM, c'est l'examen qui peut montrer là une leucoencéphalite qui est hémorragique. Malheureusement, les causes sont des infections virales, c'est éruptif, parfois c'est des vaccinations et même de mycoplasma. Et l'encéphalomyélite post-infectieuse, c'est très grave, c'est l'atteinte de l'encéphale et de la moelle en même temps. Donc ça, c'est de l'encéphalomyélite post-infectieuse. L'examen, le choix là, le diagnostic, c'est de l'IRM. Gardez-vous en tête la notion de leucoencéphalite hémorragique et le début brutal. Tout ça, c'est en faveur d'une encéphalomyélite post-infectieuse. Passons maintenant à l'encéphalopathie à prions. Les prions sont des agents inertes. Là, on est en train de parler de maladies de Creutzfeldt-Jakob, du Curie, de l'insomnie fatale familiale et parfois le syndrome de Gerstmann. Donc, ça, c'était tous les types des encéphalites ou bien des méningo-encéphalites. Donc, ça, c'était l'atteinte de tout le système nerveux central. C'est pas une atteinte focalisée, c'est une atteinte généralisée. C'est les méningites, c'est les méningo-encéphalites, c'est l'encéphalomyélopathie et l'encéphalopathie à prion. Tout ça sont des atteintes généralisées du système nerveux central. Donc ça, ce sont des affections qui touchent l'immunocompétent. Donc ça, c'était la fin de cette partie. Dans la prochaine partie, on va aborder les atteintes dites focalisées. C'est de l'abcélésompième. Donc focalisées, ils sont localisés à une zone bien limitée ou bien un gyrus ou bien la notion de focalisé veut dire focal. Donc c'est localisé. J'espère que la vidéo concernant les méningo-encéphalites et les myéloencéphalopathies était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Merci pour votre attention et bon courage.